Bien, bonjour à tous. Merci d'être là. Je vais rapidement introduire la séance et celles et ceux qui vont l'animer. C'est la troisième, l'avant-dernière de ce séminaire consacré à Faute de mots, recherche sur l'histoire empêchée. Et je vous rappelle qu'il y a des programmes donc, qui sont disponibles dans le couloir avec des résumés et le titre de cette troisième séance, Les êtres intérieurs, ceux qui conversent en nous. Pour l'introduire, eh bien, au fond, tout pourrait partir d'une remarque du docteur Jean-Étienne Esquirol en 1816, l'année fondamentale, on va y revenir évidemment, je le cite. « L'influence de nos malheurs politiques a été si constante que je pourrais donner l'histoire de notre révolution, depuis la prise de la Bastille jusqu'à la dernière apparition de Bonaparte, par celle de quelques aliénés dont la folie se rattache aux événements qui ont signalé cette longue période de notre histoire. » Je me souviens très bien, lorsque j'ai lu personnellement la première fois cette phrase, j'avoue avoir été pris de vertige parce que je me suis soudainement souvenu que mon premier rêve d'histoire, Philippe, ça avait été justement de faire une histoire des années 70 depuis les prisons, non pas une histoire de la condition carcérale, mais une histoire carcérale, emprisonnée, en tentant de reconstituer ce que cela pouvait être qu'une histoire reçue dans l'impuissance, une histoire dont on est informé, mais sur laquelle on ne peut agir. Bon, évidemment, je m'égare, c'est d'ailleurs ce que m'ont dit les professeurs à qui je proposais ce sujet de maîtrise, vous vous égarez. Bon, bref, donc effectivement, Esquirol n'a jamais rédigé cette contre-histoire de France qu'on pourrait écrire à partir des délires qu'elle inspire. Parce que qu'est-ce que le délire, s'interrogent Gilles Deleuze et Félix Guattari dans l'Anti-Oedipe, c'est, je les cite, l'investissement inconscient d'un champ social historique. On délire les races, les continents, les cultures. Ça veut dire au fond que si Esquirol n'a jamais écrit cette histoire de France à partir des fous qui la délirent, il a du moins créé et géré des institutions à Bicêtre, à la Salpêtrière, puis à Charenton, qui ont produit les archives permettant de l'écrire, qui ouvrent la possibilité de ce que Laure Murat, dans L'homme qui se prenait pour Napoléon, appelle la tradition hystérique des archives, qui mène effectivement de Michelet à Foucault et qui effectivement permet de comprendre, c'est ça une des possibilités qu'offre effectivement notre discussion aujourd'hui, qu'il est bien inconséquent de dire, comme je ne sais quel président des États-Unis, d'un tueur en masse, ne vous inquiétez pas, il est fou. C'est évidemment très inquiétant parce que ça veut dire qu'on doit s'interroger sur l'histoire qu'il délire. Alors l'histoire, effectivement, qui délirait devant les yeux d'Esquirol, il savait très bien la reconnaître, puisque, au fond, le 21 janvier 1793, le citoyen en uniforme qui se tient au pied de l'échafaud où monte Louis XVI, qui écrit le soir même à son frère « C'est à mon grand regret que j'ai été obligé d'assister à l'exécution en armes avec les autres citoyens de ma section, et je t'écris le cœur pénétré de douleur et dans la stupeur d'une profonde consternation ». Celui qui écrit ça, qui est pourtant un révolutionnaire convaincu, sa section, c'est la section d'Épique, celle de Sade, de Robespierre, il est médecin, et son nom est Philippe Pinel. C'est le fondateur de la psychiatrie française, l'un des héros de l'histoire de la folie à l'âge classique, parce que, effectivement, vis-à-vis de la nef des fous, Foucault place une autre vision constamment célébrée en peinture, celle de Philippe Pinel, libérant de leur chaîne les fous de Bicêtre. Une scène de grand style qu'invente en grande partie son fils Scipion Pinel par dévotion filiale et nécessité professionnelle, car il s'agit de légitimer par le mythe l'institutionnalisation d'un savoir et d'une pratique, la psychiatrie. Tout cela est effectivement bien connu, et tout cela, au fond, nous ramène à cette
année 1816, on va y revenir, où Esquirol voit arriver à lui tous ceux qui se délirent l'histoire qu'ils viennent de subir. D'ailleurs, avant lui, lorsque Pinel prenait ses fonctions à l'hospice des Insensés de Bicêtre en septembre 1793, il commençait déjà à faire l'inventaire de ces dégâts dans le psychisme humain. Il dressait un tableau des 200 fous qui s'y trouvaient et isolait pour 80 d'entre eux les causes occasionnelles connues de leurs troubles: chagrin domestique, 1/3 des cas; sensibilité morale, 1 sur 10, dévotion ou fanatisme, 2 sur 10. L'argent, l'amour et Dieu, 3 bonnes raisons de se rendre malade, 3 objets ordinaires de délire, mais ce qui lui semble remarquable est le reste. Il y en a 1/4, écrit-il, dont la raison a été aliénée par les événements de la Révolution. Vagues de suicide, hallucinations, terreur, démence. Pinel tente de décrire les pathologies de ces têtes ardentes et de ces esprits égarés par la brusquerie des temps. Il est attentif justement au traumatisme de la mort violente par décapitation, décrivant un peuple proprement médusé par le spectre de la guillotine, de la vision de la défiguration démultipliée par la circulation des gravures, parce que, comme l'écrit Daniel Arras, la guillotine n'est pas seulement un outil à administrer la mort, c'est une machine à tirer le portrait. Et à partir de ce moment-là, évidemment, on a toute une masse d'un aristocrate qui pense que sa tête a émigré en Angleterre, le plus célèbre des horlogers de Paris qui ne reconnaît pas la sienne car il a été guillotiné, puis on lui a recollé la tête, mais on s'est trompé, ce n'est pas la bonne, il avait des dents pourries, il est quand même pas fou quand même, il s'en souvient. Bon, voilà, il y a toute une série de galeries de portraits qui montrent que la guillotine a fait perdre la tête à beaucoup de gens. Et cela, ça donne, je dirais, eh bien, oui, l'arrière-fond de ce qui va nous occuper aujourd'hui, parce que le mal du siècle fut au XIXe ce qu'Esquirol appellera la monomanie orgueilleuse, qui est une maladie du désir de toute puissance, c'est-à-dire une manière de délirer l'histoire de l'exaltation de la toute-puissance, maladie romantique et littéraire, nervalienne, que l'on attribue justement à la hantise. On va parler de hantise beaucoup aujourd'hui, au spectre de Napoléon. Vivant, il a manqué le monde, mort, il le possède, écrit Chateaubriand dans les Mémoires d'Outre-Tombe. Pour la seule année 1818, on note à Charenton 1 Jésus pour 5 Napoléons. Et encore, le Jésus se prenait aussi pour Louis XIV. La question donc de savoir si Napoléon lui-même se prenait pour Napoléon a beaucoup intrigué la psychanalyse. Napoléon et Bonaparte sont 2 noms qui se désolidarisent aisément. C'est l'opération que fait Pierre Larousse dans l'article Bonaparte de son grand dictionnaire universel du XIXe siècle. Nous avons 2 hommes distincts en même temps que 2 noms séparés. Là encore, effectivement, la guillotine fait son effet. Et c'est dans cette hypothèse, justement, que reprend Jacques Lacan lorsqu'il écrit « Napoléon ne se croyait pas du tout Napoléon », pour fort bien savoir par quels moyens Bonaparte avait produit Napoléon, et comment Napoléon, comme le dieu de Malebranche, en soutenait à chaque instant l'existence. Cette dissociation est très utile pour ne pas devenir fou. Il le devient à Sainte-Hélène en adhérant à son mythe, mais ça, c'est une autre histoire. Tout cela, effectivement, le livre de Laure Murat, L'homme qui se prenait pour Napoléon et qui s'achève dans la Commune, un siècle de révolution, les registres de Sainte-Anne qui se lisent comme le sismographe de cette raison insurgée, où les cauchemars de l'histoire inspirent une longue litanie de visions, tous aux femmes, surtout à ce moment-là, à la fin du XIXe siècle. Tout cela, effectivement, nous amène au seuil de l'histoire que nous allons raconter aujourd'hui. D'ailleurs, dans le registre du suivi mensuel des femmes, 15 février, 31 mars 1871, on lit ceci, quelques notations éparses.
visions de fantômes, de flammes, de chats, d'insectes, persuadée d'être poursuivie par des soldats armés. Elle va mourir, voyait des incendies autour d'elle. Elle entend des voix, la nuit, des cris d'enfants, des clairons. On la magnétise, on l'énerve, on l'anéantit. Là, on est dans du roman Bertrand, pratiquement, c'est-à-dire justement dans cette poétique de l'histoire qui nous intéresse. Voilà. Comment introduire rapidement cette séance, ce qui converse en nous, tel est le titre de cette troisième séance de séminaire consacrée à ce que, faute de mots, on appellera ici les êtres intérieurs. Sans doute est-ce quelque chose qui, de manière discrète et en grande partie inaperçue, converse entre nous deux, je veux dire Romain Bertrand et moi-même, les deux organisateurs de ce séminaire, même si cette séance sera particulièrement prise en charge, vous commencez à le voir, par votre serviteur, parce qu'il a dit « je suis crevé ». Voilà, bon, ouais, donc je m'y colle. Voilà. Je pourrais évoquer ici ou l'interroger sur les pages fiévreuses qu'il consacre dans le long remords de la conquête à l'enfant ensorcelé à Manille en 1577, jugé coupable d'avoir fait un mauvais rêve, d'avoir conversé avec un être intérieur qui lui disait du mal du gouverneur, Francisco de Sande, et je pourrais évoquer ici ou m'interroger sur les pages inquiètes qui achèvent Conjurer la peur lorsque le narrateur qui s'y exprime se demande si les deux cités affrontées qui se trouvent peintes à fresque par Lorenzetti ne pourraient pas être aussi l'empreinte de la tempête qui agite dans nos crânes, nos idylles et nos chimères. D'où l'idée de consacrer une séance sur la manière de prendre langue avec la psychanalyse. Et j'emprunte d'emblée cette expression « prendre langue avec » à Stéphane Habib, que je remercie beaucoup d'être là, qui, dans son dernier livre « Faire avec l'impossible » pour une relance du politique, tente de construire la synonymie entre politique et psychanalyse, au sens où l'une et l'autre s'attaquent au vif du langage, au sens où l'une et l'autre s'attaquent au, je le cite, comment dire, comment parler maintenant, comment écrire encore. Et c'est évidemment une question qui intéresse particulièrement l'histoire du XIXe siècle, l'histoire de sa spiritualité, l'histoire du spiritisme. Voilà pourquoi je suis très heureux aussi d'accueillir Stéphanie Sauget, qui est professeure à l'université de Tours et qui, après avoir être partie à la recherche des pas perdus, c'était le titre de son histoire des gares au XIXe siècle, paru en 2009, s'est mise à traquer les âmes errantes, écrivant en 2011 une histoire des maisons hantées, France, Grande-Bretagne, États-Unis, 1780-1940, et puis d'autres histoires plus inquiétantes encore de cercueils de verre. De cela, on aura à en parler, mais on aura à en parler autour du livre de Philippe Boutry et Jacques Nassif, Martin l'Archange. Je remercie infiniment Philippe Boutry d'être ici, professeur à l'Université de Paris, ancien président de cette université qui, au fond, va nous introduire, mais différemment, à cette question des rapports entre histoire et psychanalyse. Cette question qui a pu sembler un débat clos avant d'avoir été ouvert. Dans Faire de l'histoire, d'ailleurs, Alain Besançon était chargé de fermer le banc, plaçant évidemment très logiquement l'inconscient freudien hors du territoire de l'historien. Je le cite, « L'inconscient freudien, écrivait-il, est la partie la plus indifférenciée de la psyché, son tuf primitif et infantile. Il ne change pas d'une époque à l'autre, ni d'un individu à l'autre. Il est stable, universel, monotone, et il présente sans se lasser toujours les mêmes figures primordiales. » À partir du moment où on écrit cela dans Faire de l'histoire, eh bien, on ne peut plus faire de l'histoire, ou en tout cas pas comme ça, pas avec cela. Et cette question n'est au fond réellement reprise, théoriquement, que en ce moment même, d'ailleurs, par Hervé Mazurel, à partir d'une relecture de Norbert Elias, qui suppose effectivement une autre tradition, une autre manière de faire, de se déplacer effectivement hors de ce débat qui est toujours, au fond, déjà clos.
Étant entendu qu'on peut évidemment s'accorder sur le fait que faire profession d'historien, c'est refuser l'existence d'un inconscient collectif, que le jungisme historique est strictement impossible, et que même s'il y a une imprégnation jungienne d'une certaine historiographie, notamment autour ou s'inspirant ou s'autorisant d'Alphonse Dupron, eh bien d'une certaine manière, c'est une façon de faire gronder la voix, de produire un effet, une impression, mais qui ne... sauf à, effectivement, penser que la société se souvient de quelque chose en elle-même, ce qui nous met effectivement à la lisière de notre propre rationalité, est une situation, au fond, impossible, comme est impossible, au fond, l'importation sauvage du lexique, de la pulsion, du symptôme, du syndrome, du deuil. Tout ce qui, au fond, ne fait que mimer le dialogue, ne permet pas, en fait, qu'il s'établisse. Et voilà pourquoi, ce sur quoi nous avons beaucoup réfléchi depuis 2 séances, et les rapports, justement, entre les mots et l'attitude de l'historien, eh bien, doit aujourd'hui être mise de côté, ou on doit en tout cas prendre congé de ce souci du lexique, parce qu'au fond, ce qui reste vraiment, ce sont des affinités par assonance. En tant que Michel de Certeau, justement, les a pensées. C'est-à-dire que face au continent mémoriel dans lequel le mort hante le vif, la démarche de l'historiographe se distingue de celle de la psychanalyse par la manière de distribuer l'espace de la mémoire qui induit une stratégie spécifique de maniement du temps. Je cite Michel de Certeau, « Elle pense autrement le rapport du passé et du présent », alors que la psychanalyse vise, elle, à reconnaître les traces mnésiques dans le présent. L'historiographie pose le passé à côté du présent. Et ça, évidemment, c'est une manière de faire qui prend langue, justement, entre l'histoire et la psychanalyse. C'est d'ailleurs dans un numéro, et j'en ai presque fini, de Société et représentation, numéro 43, année 2017, consacré à Michel de Certeau. Le titre du dossier, c'est « Après Certeau, histoire, archives et psychanalyse », que j'ai découvert l'article de Philippe Artière consacré au dossier de réception d'un livre, élément de réception de Martin Larchange, du livre donc qui va nous arrêter. Arrêter est vraiment le mot aujourd'hui. Ce livre, je vais laisser effectivement son auteur le présenter et présenter la manière dont, je crois que tu as choisi Histoire d'un échec, carrément, hein, voilà, dont effectivement le dossier de réception mince, un profond silence, seulement interrompu par quelques éclats de voix agressifs, eh bien, montre qu'au fond, vous avez pleinement réussi ça. C'est vraiment un échec beckettien, c'est-à-dire que vous avez réussi quelque chose d'essentiel, c'est de buter, c'est de désigner la butée, c'est de montrer là où ça achoppe. C'est un livre extraordinaire, c'est un livre d'une drôlerie et d'une méchanceté formidable, on va en parler. C'est le roman épistolaire, au fond, d'un livre qui ne s'écrit pas et où l'historien et le psychanalyste s'échangent des lettres pour tenter d'approcher un dossier qui, précisément, nous y revenons, met en jeu une vision en 1816. Une vision en 1816, celle de Martin Larchange, le psychanalyste Jacques Nassif, dont je signale d'ailleurs qu'il vient de publier aux éditions du Crépuscule un livre qui s'appelle « Pour bataille » et qui, étrangement, par un hasard objectif, résonne avec notre réflexion d'il y a 15 jours, où nous parlions
justement de Bataille, et où il dit au fond que Bataille nous aide à comprendre qu'après la mort du roi et la mort de Dieu, il y a la mort de l'un, la mort de la totalité qu'on doit effectivement penser. Jacques Tassif demande à Philippe Boutry que l'histoire soit au fond la science auxiliaire de la psychanalyse, lui demande d'épaissir le dossier archivistique, sans trop croire d'ailleurs qu'il pourrait être de quelque intérêt que de documenter ce qu'il considère déjà comme un texte. Il lui répond avec une certaine morgue. Philippe Boutry lui répond aussi avec une certaine assurance. Et effectivement, ça, c'est une histoire qui commence mal et qui ne se termine pas bien. Voilà. Et donc... et elle ne se termine pas bien non plus pour le public, parce que effectivement, le livre, en 1985, moi j'avoue que c'est une fois de plus grâce au travail d'archiviste de Philippe Artière que je le découvre. Moi, je l'ignorais alors que je m'intéresse à ces questions, et aussi évidemment à l'œuvre de Philippe Boutry. Il va nous en parler. Juste un mot, parce que ça me permet de tout rassembler, de tout boucler. L'un des historiens qui réagit assez vigoureusement, on va dire, est une historienne, c'est Catherine Maire, historienne du jansénisme, qui s'en prend au style de Jacques Nassif, ce qui est assez intéressant. On voit qu'elle est proprement hérissée, horripilée. Il y a le truc qui passe pas, c'est que voilà comment ce type écrit. Et ça suffit en fait à disqualifier radicalement toute possibilité de dialogue. Et au fond, elle écrit un long article dans l'Histoire en 1986, et Philippe Boutry, avec beaucoup d'élégance, en fait, défend non pas le livre, non pas sa position dans le livre, mais Jacques Nassif, précisant deux choses essentielles. La première, c'est que la question du rapport entre histoire et psychanalyse ne doit pas seulement être posée sur le plan des savoirs, sur le plan du lexique, sur le plan des concepts, mais, je le cite, sur la familiarité des démarches et des pratiques, lecture et écoute, interprétation, attention aux énoncés, mais aussi aux modes d'énonciation, aux mots, aux gestes. Et là, on retrouve effectivement ce que serait prendre langue entre l'histoire et la psychanalyse, ce que serait une connaissance par assonance, comme le dit Romain. Et la deuxième, c'est justement buter toujours sur ce moment. Si nous avons besoin de psychanalyse, c'est précisément pour comprendre, écris-tu, ce jour-là, le 21 janvier 1793, ce n'est pas ce jour-là seulement la tête d'un homme qui est tombé dans le panier à son, mais une structure de pensée, un millénaire, une clé de voûte de l'ordre du monde et de la formation de la personnalité psychique qui s'est effondrée et dont on n'a pas fini encore de mesurer l'absence. Et cette question, effectivement, de comment mesurer l'absence, c'est, je crois, ce qui nous réunit aujourd'hui. Donc, Philippe, je te remercie beaucoup. Martin Larchange, c'est ce livre, et un de ses co-auteurs est là. Et donc, si tu veux maintenant prendre la parole pour nous dire comment ce livre a été pensé, rêvé, conçu et reçu.